J'aime la chasse, l'émission. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, spéciale Noël. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Méline. Tu vas bien? Je suis en pleine forme. En forme pour cette fin d'année? Pour cette dernière? En forme, j'attends que Denis mette son petit chapeau de Noël, son petit bonnet, et ce sera parfait. Ce sera pour Noël 2074. Bon, nous avons bien sûr le plaisir d'avoir Denis avec nous. Nous avons également le plaisir de recevoir ce soir un chef, Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel, merci d'être avec nous. Bon, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon ce soir, Jean-Michel? Vous êtes parti sur quoi? Je vais vous préparer des pigeons sauvages et des perdrix. On va faire un méli-mélo, une petite recette facile à exécuter, rapide. Qui pourra et donner... puis colorée, voilà, ça mettra un petit peu de gaieté pour Noël. Voilà. Et ça donnera des idées à nos auditeurs qui pourront faire pareil. Pas trop technique, hein, ça. Non, très facile. Oui, on fait simple, hein. Ah, on fait très simple. Bon, super. Je pense qu'on va avoir des bonnes odeurs tout au long de l'émission. Donc, on aura le plaisir de vous retrouver tout au long de notre émission ce soir. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités chasse. Nous parlerons de la grippe aviaire qui frappe 3 départements et des conséquences que cela peut avoir sur la chasse. Nous reviendrons sur une manifestation qui s'est tenue samedi dernier à Nice avec une très grosse foule de manifestants. Nous parlerons du loup qui s'était évadé d'un parc et qui a été abattu, ce qui fait l'indignation de certains. Nous nous demanderons si nous serons les prochains indigènes chassés de nos territoires. Nous reviendrons sur le référendum sur le climat annoncé par le président Macron cette semaine. Nous ferons un récapitulatif sur la chasse à compter du 15 décembre suite aux dernières mesures gouvernementales. Nous parlerons d'un report possible des dates de certaines fermetures. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Le dossier équipement de ce soir sera consacré à un coutelier artisanal, Alexandre Vital. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. C'est parti. Avant de démarrer les actualités chasse, nous voulions revenir en images sur le gagnant de notre jeu concours de la marque Alvis, Franck Juge, qui nous a envoyé des photos de lui et de son lot, puisqu'il le porte. Un casque Walker. Un casque Walker, exactement. On remercie à la fois Franck et à la fois la marque Alvis pour ce jeu concours. Denis, tu voulais revenir cette semaine à nouveau sur la grippe aviaire qui frappe 3 départements. Oui, maintenant 3 départements français, donc c'est une annonce du ministère de l'Agriculture qui est en charge de ce genre d'épidémie. Donc cette épidémie de grippe aviaire de souche H5N8 vient des Pays-Bas. Alors d'abord en France, 2 animaleries ont été touchées, une en Corse et une dans les Yvelines. Puis des élevages de canards dans les Landes. Au total, maintenant, 3 élevages plutôt de canards sont touchés, mais aussi un en Vendée et un dans les Deux-Sèvres. C'est vraiment l'année de toutes les misères pour la chasse française, car évidemment, ça impacte la chasse, et en particulier la chasse au gibier d'eau. Il faut savoir aussi que 2 oies bernaches ont été retrouvées mortes, atteintes de ce virus. Alors une dans le Calvados, une dans le Morbihan. La Fédération de chasse de Vendée a édicté un certain nombre de mesures suite à la découverte de ce virus dans un élevage. Alors évidemment, chasse du gibier à plumes, tout gibier à plumes, incluant jusqu'à la bécasse, est suspendu pour 8 jours sur 22 communes dans le département. Le transport et le lâcher de gibier à plumes sont eux aussi interdits sur ces communes en question. On voit sur ces images la liste des communes des Landes avec une carte et la liste simplement, là, suite à l'arrêté préfectoral, des communes de Vendée qui sont touchées. Puisque nous parlons de gibier d'eau, j'aimerais répondre aux commentaires de certaines personnes qui nous ont regardés la semaine dernière, qui se désolaient un petit peu qu'on ne parle pas de ces affaires d'appelants
et de chasse au gibier d'eau impactés par le virus. Alors j'aimerais leur dire que d'abord, nous nous intéressons à toutes les chasses, absolument toutes, que le 15 novembre, nous avons consacré une émission complète au petit gibier, avec 2 invités passionnants, Patrick Zabé et Paul Mougenot, si vous vous en rappelez, et que 3, à la rentrée, nous aurons une émission spéciale gibier d'eau. Donc non, nous ne les oublions pas. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas vu l'émission précédente aussi. En tous les cas, les choses sont reposées. Exactement. Ils peuvent les retrouver sur YouTube. Voilà, ils peuvent revenir. C'est jamais trop tard. Patrick, tu voulais nous parler d'une manifestation monstre, vraiment, à Nice, samedi dernier. Eh ben, c'est surtout Denis qui va en parler, parce qu'il nous a débusqué ça. Une association qui réunissait quand même 4 associations. C'était une manifestation contre la chasse. C'était une manifestation contre la chasse, appelée par un collectif qui regroupait... Si vous n'en avez pas entendu parler, pourtant elle a fait beaucoup de bruit sur place. Ah, énormément. Oui, non, je crois qu'un journaliste local s'y est intéressé. Il a fait des photos qui sont parlantes. On en voit une là à l'écran. Je crois que, voilà, moi, ce qui m'est venu à l'idée et en tête quand j'ai vu cela, c'est, paraphraser le CID. Je ne sais pas si vous vous rappelez du CID, mais ils partirent, là en l'occurrence, ils partirent 9 et par un prompt renfort se virent bientôt 10 en arrivant. Parce que je crois que c'était à peu près le nombre total de ces manifestants. Ce qui illustre bien leur tactique et leur méthode. On appelle d'abord à un gros mouvement sur les réseaux, on fait beaucoup de bruit grâce à la caisse d'amplification que sont les réseaux sociaux. Mais malheureusement, dès qu'on se confronte au terrain, la réalité les rattrape. Et on voit le résultat de cette imposture. Bon, 10 personnes, certainement très motivées, mais 10... quand c'est quand même 4 associations qui appellent, voilà. Ça fait pas beaucoup, quoi. Mais ce qui met quand même un petit peu aussi en lumière les fameux sondages qui nous sortent. 85% des Français sont opposés à la chasse, 82% sont opposés à ceci, à cela. Bon, évidemment, s'ils font le sondage dans leur cercle familial ou amical, ça fait 85%, évidemment, puisqu'ils ne fréquentent qu'eux-mêmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les arguments qui étaient employés. Alors, la phrase, c'était « Stopper ce massacre et pouvoir se promener à nouveau sans crainte ». Alors, massacre, là j'ai un gros point d'interrogation au-dessus de la tête, je ne sais pas si les gens peuvent le voir. Enfin, jamais la grande faune en France ne s'est mieux portée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les sangliers posent un problème. Et ce n'est pas à cause des chasseurs qu'ils se multiplient, je m'empresse de le dire. Se promener sans crainte, là aussi, je m'interroge. À qui peuvent-ils faire croire que les gens se promènent la peur au ventre, en rampant, équipés de casques et de gilets pare-balles dans les campagnes et dans les forêts. Il y a 500 millions de visiteurs par an dans les forêts françaises. En gros, toutes les secondes, il y a 16 personnes qui sont en forêt, qui s'y baladent sans aucun problème. Donc je pense quand même qu'avec 28% du territoire occupé par des forêts aujourd'hui, en France, il y a de la place pour tout le monde. Je crois qu'il faut se rappeler cette belle phrase de Sénèque qui disait « En toute chose, l'excès est un vice ». Et là, on a affaire à des gens très vicieux, en effet. Alors, il est temps d'aller en cuisine. On va retrouver Jean-Michel pour le début de sa recette. Alors, Jean-Michel, par quoi commencez-vous? Alors, Amélie, je vais commencer par préparer les 5 petites bêtes, à savoir les 2 pigeons, les 3 perdrix. Je vais les désosser. D'accord. On va mettre les carcasses d'un côté dans une cocotte et on va faire cuire les petites bêtes à part, voilà, au four. Ok. Donc je vais désosser ça tout de suite. On va regarder ça avec attention. C'est simple à faire. C'est très simple à faire. Voilà, c'est très simple. On va désosser donc les petites bêtes. On cuira les carcasses à part pour faire notre jus. Les petites bêtes, on les cuira donc au four, en cocotte aussi, mais à part. Hein. Okay. Donc voilà, donc c'est très facile, hein. Il faut suivre le bréchet, ensuite décoller, et on le sent bien, c'est un petit mouvement, on décolle la cuisse arrière, on tranche tout de suite, on continue de suivre toutes les côtes, voilà. Voilà, ça se présente comme ça. On a le filet, l'aile et la cuisse sur ce petit pigeon. Voilà, on fait l'autre partie.
On suit toujours le bréchet. On vient chercher sur l'avant. Pour que on puisse récupérer l'ensemble de la carcasse et ne pas abîmer la partie viande. Voilà. Pour un pigeon, on peut faire une perdrix. Donc on conserve la carcasse. Mais on garde bien pour le On garde bien la carcasse pour le jus. La perdrix, même combat. Alors c'est un peu plus tendre parce que c'est des jeux de perdrix visiblement. Donc il faut bien suivre les os. Le faire avec un couteau qui coupe bien. Ça c'est la base. Hein. Toujours en cuisine, un couteau qui coupe bien. Voilà. Ça évite de se blesser parce qu'on se blesse toujours généralement avec des couteaux qui ne coupent pas. Voilà, bien aller chercher. Hein. J'insiste bien pour que lorsque vous le ferez, vous sentez bien le... Voilà, on a notre perdrix, notre main. Notre pigeon. Merci Jean-Michel pour ces explications, pour désosser tout ça, pardon. Vous nous faites signe, on vous retrouve un petit peu plus tard quand vous mettez en cuisson. Denis, tu voulais revenir sur le loup qui s'était évadé d'un parc et qui a été abattu récemment. Oui, en fait, 3 loups se sont évadés d'un parc en Charente-Maritime, le sanctuaire des loups, qui a été créé par une infirmière à la retraite, je crois. Donc le loup, l'un d'entre eux a été retrouvé mort, heurté probablement par un véhicule sur une route du département. Il y en avait 2 qui couraient encore. On a appris récemment que l'un d'entre eux vient d'être capturé. Mais le problème pour certains, c'est que le numéro 2, qui était à l'origine de nombreuses attaques sur des moutons dans la région, a été abattu par les gardes de l'OFB. Alors ils ont essayé pendant quelques jours, voire plus d'une semaine, de le tirer avec une seringue hypodermique, mais ils sont... Ça va pas être facile, hein, quand même. Il faut l'approcher suffisamment. Alors c'est peut-être facile en parc, mais dans la nature ça l'est moins. Donc ce loup a été abattu. Alors évidemment ça déclenche un scandale chez les adeptes du réensauvagement, et entre autres la fameuse Muriel Arnal de One Voice, si je ne m'abuse, qui appelle à un rassemblement de protestation devant la préfecture de Charente-Maritime. Alors j'aimerais dire à cette Madame Arnal 2 choses. 1, ces loups se sont échappés d'un sanctuaire. Il y a donc une faille. Ils doivent être enfermés, et enfermés de manière rigoureuse. Sinon, eh bien voilà, ils commettent des attaques. Donc si les analyses prouvent, ce qui a fort à parier, que ces loups sont responsables, ce loup est responsable des attaques sur les troupeaux environnants, ce sera le sanctuaire qui devra indemniser les éleveurs. Et ce n'est que justice. On peut d'ailleurs se poser la question, s'agit-il d'une évasion réelle, accidentelle, ou d'un lâcher volontaire? On sait que les adeptes du réensauvagement ne sont pas à ça près, qu'ils l'ont déjà fait ailleurs. Tu vois toujours la petite bête partout. Oui, mais ça permet de voir le dessous des cartes. C'est toujours plus intéressant. Bon, on voulait s'interroger ce soir et savoir si nous serons peut-être les prochains indigènes chassés de nos territoires. Patrick, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Là, j'ai vu à nouveau le très bon article de Denis qui s'interrogeait sur le rôle du WWF en Afrique. Un rôle que moi j'avais observé il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans, dans l'interdiction de la chasse au Botswana. Une chasse qui a réouvert depuis parce qu'ils se sont rendus compte, je ne parle pas du WWF, mais du gouvernement, que c'était pas vraiment bien fait pour la biodiversité de l'avoir arrêté. Mais bref, ils continuent de saisir en Afrique. Et Denis, tu as repéré qu'ils intervenaient ce coup-là au Congo-Brazzaville? Oui, Congo-Brazzaville, oui. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un article en juin dernier. Mais là, c'est une ONG
qui tombe à bras raccourcis sur le WWF dénonçant ces méthodes. Alors l'ONG, c'est Survival International, qui s'occupe de la défense des peuples autochtones, un peu partout dans le monde et en Afrique aussi, bien entendu. Cette ONG met en lumière l'action et les dérives du WWF au Congo-Brazza, qui, au prétexte de protéger telle ou telle espèce de gorille ou de crapaud, évacue en fait les populations qui vivaient là depuis des lustres, pour les contraindre à partir, tous les moyens sont bons. Le WWF a des gardes armés qui font régner un peu la terreur. Le communiqué de cette ONG est assez édifiant. La direction du WWF a continué à soutenir les mêmes projets et les mêmes personnes qui sont responsables de vols de terre, de passage à tabac, de viols, de tortures, d'emprisonnements injustes et de meurtres. On voit là à l'écran l'image d'une femme, Baka, c'est un peuple de cette région, dont le mari a été arrêté, puis enfermé et qui est mort pendant sa détention. Alors bon, je crois qu'il faut quand même savoir raison garder et que la protection d'un animal ou d'une espèce de plante ne vaut quand même pas la vie de ces populations. Oui, pose la question si les peuples autochtones et voilà. La préservation aussi quelque part. Tout à fait, voilà. Je pense que dans la biodiversité, il y a aussi la biodiversité humaine et donc ces peuples autochtones qui sont déjà soumis à de rudes épreuves un peu partout dans le monde ne devraient pas être soumis à ce genre de traitement de la part d'une organisation comme le WWF. À tel point que l'Union européenne avait en juin décidé de suspendre certaines de ces aides au WWF. Ces violations des droits humains étaient tellement flagrantes et avérées que l'Union européenne, et là il fallait vraiment que ce soit grave, décide de suspendre ces subventions. Le problème est que ce qui se passe en Afrique risque de nous arriver bientôt, ici en Europe. Et on voit que certaines organisations dites de protection de la nature utilisent les mêmes méthodes, ou souhaiteraient utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées en Afrique. On fait d'abord une belle campagne pour appeler à la protection de telle ou telle espèce, ou de tel ou tel biotope. On manipule une population un peu crédule. Ensuite, on exerce un léger chantage sur les pouvoirs publics. On obtient ainsi des subventions. On fait la manche pour obtenir des dons auprès des particuliers. On achète des territoires. On peut citer les exemples du domaine de Rosambo en Bretagne ou Valfanjous dans le Vercors. Le but étant d'éradiquer toute activité humaine et d'évacuer l'homme coupable de tous les maux de ces territoires. Alors il faut évacuer aussi les agriculteurs et les éleveurs de la campagne, les chasseurs des forêts, de manière à retrouver la grande forêt primaire fantasmée par ces oiseaux. Nous sommes donc dans le collimateur de ces gens-là, nous, les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les amoureux d'une certaine nature et d'une vraie nature. Je pense qu'il va falloir vraiment le prendre en compte et commencer à résister et à devenir des rebelles s'il le faut. Voilà. Bon. J'entends crépiter le beurre, je sens de très bonnes odeurs. Jean-Michel, je pense que vous avez lancé la cuisson. Tout à fait, Amélie. J'ai donc lancé la cuisson de nos petites bêtes, de nos carcasses de bêtes. Donc j'ai mis sur le fond de la cocotte de l'huile d'olive et du beurre. Je vais jeter là-dedans des petits lardons, de l'ail, de l'échalote, nos carcasses. On va les faire chauffer un petit peu, on les flambera. Et on va les laisser cuire tranquillement, on va les oublier dans un petit coin, on va les laisser chauffer. On laisse tranquille, ça peut durer un moment. Et on fera avec ça un bon jus. Voilà. Ok, donc on met ça en route. Donc là, j'ai mis mes échalotes, mon ail à fondre un petit peu dans le beurre et l'huile d'olive. Hein, on va monter un petit peu la cocotte là. Et là, on va mettre nos carcasses de pigeons et de perdrix dans ce petit fond d'oignons, de lard et d'ail. On va assaisonner, mettre un petit peu du romarin, un peu de thym frais,
Voilà. Un peu de poivre, même pas mal de poivre. Ah oui, oui, il en faut du poivre. Ouais, ouais. Ah, c'est pour un jus, hein. Faut que ça... Voilà. ça ait bien goût. Et on va enroser ça avec un fond de vin blanc. Un peu moelleux. Donc ça, c'est du vin blanc, mais un peu moelleux. Voilà. Quel serait le vin idéal? Bon, quel serait le vin idéal? Tu peux prendre un vin de n'importe quelle région, puisque là on va... Un morceau. Mais non, mais tu peux prendre même un bon vin du budget moelleux pour faire la promo des vins du budget, mais après, selon la région... Pour nos auditeurs, Jean-Michel était restaurateur à la Louisarde, à Chazay-sur-Ain. Jean-Michel, on vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite, ok? Vous nous faites signe. Patrick, tu voulais revenir sur le référendum sur l'écologie annoncé par le président Macron. Eh bien oui, on va l'écouter tout de suite, le président Macron. Constitution, vous proposiez 2 réformes constitutionnelles. La première sur le préambule, je vous ai dit pourquoi je ne la retenais pas, en l'assumant et en donnant des explications. La deuxième, c'est l'article 1er. Elle sera transmise en même temps que la loi donc, qui porte votre nom au Conseil des ministres. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum. Je ne peux pas être plus clair. Pas de rebond. Donc, comme l'a dit Judith... Juste peut-être une question sous les mêmes termes que proposés par la Convention citoyenne, avec ce terme garantir. Oui. Merci. Donc le projet, c'est d'intégrer à l'article 1er de la Constitution ce texte-là que je vais vous lire. Ce n'est pas forcément le projet définitif, mais en tout cas c'est celui qu'on a officiellement. La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, donc c'est intégré dans l'article 1er de la Constitution. Barbara Pompili est très contente, on écoute sa réaction sur LCI. Ça veut dire que tous les actes qui seront pris, que ce soit les lois, mais également que tous les actes de la vie quotidienne devront respecter ce droit fondamental à la protection de l'environnement. Alors rapidement, c'est pas rien de toucher à la Constitution. Un petit rappel sur la Constitution, évidemment on est sous la Constitution de la 5e République de 58. Mais maintenant on parle de bloc de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel qui gère... Excusez-moi pour ce petit cours, mais ça me fait revenir à mes premières amours. Ça me rappelle des choses aussi, voilà. Il y a un bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que maintenant c'est plus large que la Constitution. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, et il y a la Charte de l'environnement depuis 2004. Donc en fait, déjà dans la Constitution, on parle déjà d'environnement depuis 2004 de façon assez large. Étape suivante, quand on dit changer la Constitution, pourquoi faire? Quel est le rôle de la Constitution? Donc rapidement, les lois doivent être constitutionnelles. Donc on a un Conseil constitutionnel qui abalise ou pas les lois et qui peut retoquer les lois s'il considère qu'elles ne sont pas en adéquation avec ce bloc de constitutionnalité. Donc ce Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour faire vite. Le président actuel est Laurent Fabius. Alain Juppé, qui est connu également ancien Premier ministre, donc 2 anciens Premiers ministres y siègent, et plus les anciens présidents de la République, mais je crois qu'ils ne siègent pas très souvent. Ça pose pas mal de questions quand même, cette proposition du président Macron, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir retoquer des lois, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale qui est élue va éventuellement se faire censurer des lois par le Conseil constitutionnel, parce que ça ne respecterait pas ce qui est évoqué. Donc. Oui, mais là, on est encore une fois dans le gouvernement des juges et ça s'aggrave d'année en année avec toutes ces modifications de la Constitution qui intègrent des choses qui ne sont plus directement liées à ce qu'est une Constitution. Donc, ça donne un pouvoir énorme aux juges du Conseil constitutionnel qui sont en mesure de refuser la constitutionnalité d'une loi pourtant voulue par le Parlement, élue par le peuple.
Donc on peut se demander s'il n'y a pas une dérive de la démocratie représentative avec ce gouvernement des juges. Mais bon. On avait déjà le principe de précaution. Certains trouvaient ça très bien, mais déjà un principe de précaution, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour la suite. J'ai quelques petits exemples, je sais pas si... Mais quand on fait une loi pour fermer les centrales nucléaires, est-ce que ça respecte la Constitution? En même temps, c'est que les centrales nucléaires permettent de diminuer le taux de carbone. Donc, est-ce que c'est positif par rapport à la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique? On ne sait pas. Là, les néonicotinoïdes qui ont été retoqués, qui ont été ressortis, il y a une loi qui est passée avec ce gouvernement quand même. Hein. Il y a quelques temps, quelque part, elle pourrait être inconstitutionnelle parce qu'on peut arguer que ça tue les abeilles, même si, voilà. Quoi. Non, ça ne tue pas les abeilles, mais bon. Si ça tue les abeilles, mais pas commencer sur les betteraves. Voilà. Voilà. Parce que les abeilles ne butinent pas les betteraves. Exactement. Et puis c'est de l'enrobage et pas de la pulvérisation. Mais oui, mais alors dans ce cas-là, on pourrait juger que les éoliennes portent atteinte à la biodiversité, parce qu'au pied des éoliennes, on retrouve des centaines. De toute façon, tout a un impact sur la biodiversité, donc ils vont avoir du mal pour. Voilà. C'est-à-dire qu'on se met sous la coupe du Conseil constitutionnel. Et quid de la chasse, parce que c'est quand même notre sujet. Les prochaines lois de la chasse vont-elles être retoqué? Tout dépend des juges et des membres du Conseil constitutionnel, et puis de ce qu'il adviendra de ce texte. Il faut quand même rappeler, comme il s'agit d'une modification de la Constitution, ça doit passer par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je souhaite que les sénateurs conservent un petit peu la tête froide et retoquent cette proposition du président Macron. Nous allons là vers des dérives qui sont purement électoralistes, à mon avis, qui sont basées sur des petits calculs électoraux. Ce n'est pas le principe même du référendum tel que l'avait voulu le général de Gaulle. Voilà, place au direct, on va retrouver Jean-Michel pour, je crois, le flambage. J'espère que ça te fait. Ça sent de plus en plus bon. Bon, je me relance, donc je disais... Ce qui se dit sur les réseaux, sur le référendum, alors déjà évidemment les politiques, de gauche à droite je vais aller, je commence par l'humanité. Alors l'humanité, ils s'en félicitent, mais en même temps ils disent que les autres décisions de la Convention climat n'ont pas été prises en compte par Macron. Derrière on a Yannick Jadot qui dit que c'est un coup politique, mais en même temps qu'il le soutiendra. On a Julien Bayou, toujours chez Europe Écologie et Les Verts, qui salue une victoire majeure, mais il croit assez peu. Donc quand même dubitatif. On a Bruno Le Maire qui lui est en bon gaulliste pour les référendums, donc il ne se positionne pas sur le référendum en tant que tel, mais juste sur l'opportunité de faire des référendums. Derrière, on a à droite Valérie Boyer qui dit après avoir fermé Fessenheim, il veut faire du greenwashing, donc il pense que c'est un coup politique. David Lisnard aussi très critique. Et puis Jordan Bardella au Rassemblement National nous demande si on ne pourrait pas faire un référendum pour ou contre la pluie. Donc assez largement le thème du référendum. Voilà, après, réactions un peu diverses. Il y a Alexandre Del Vecchio du Figaro qui, je vais vous lire, le coût du référendum de Macron ressemble à celui de la dissolution de Chirac et plus encore de la primaire pour Hollande. Et il pense que ça va l'empêcher de se représenter. C'est vrai que c'est un coup un peu, si c'est un coup politique, un peu risqué pour lui. Et après, dans les réactions diverses, il y a ceux qui vont, plutôt que répondre au référendum, vont répondre à celui qui a posé la question. Donc le peuple libéral imagine une occasion de dire non à la fois à Pompili, Macron, les Verts, une idée à la con. Ça devrait être remboursé par la Sécu, donc il n'a pas l'air d'être très favorable. Claude Veil, tous les porte-voix de l'écologie se relaient pour dire que c'est tout le mal qu'ils pensent du référendum climat. Avec un peu de patience, je n'exclus pas que les mêmes membres de la Convention citoyenne finissent par être contre également. Donc voilà, c'est assez partagé, mais tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée. À suivre. À suivre, en espérant que, encore une fois, le Sénat fasse preuve de sagesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un Sénat en France. Voilà.
Suite aux dernières mesures gouvernementales, Denis, tu voulais nous faire un récapitulatif sur la chasse depuis le 15 décembre, à partir du 15. J'ai de plus en plus de mal à parler avec les bonnes odeurs qui arrivent de la cuisine. Mais oui, en effet, les annonces gouvernementales nous ont un petit peu allégé les contraintes qui pesaient sur nous à partir du 15 décembre. Mais ça a des impacts, bien entendu, sur l'activité chasse. Alors, pour résumer, je pense qu'il faut dire, dans un premier temps, que la chasse, maintenant, est redevenue entièrement normale. On peut chasser tout type de chasse, toutes espèces, de 6h à 20h, puisqu'il y a un couvre-feu de 20h à 6h. Donc, il n'y a plus d'attestation nécessaire pour aller chasser, 2 jours. L'attestation est à remplir néanmoins si vous allez chasser le grand gibier loin, et que vous devez partir avant 6h ou que vous rentrerez après 20h. Dans ce cas-là, toujours cocher la case « Mission d'intérêt général ». Pour les chasseurs de gibier d'eau, et là, ça se complique un petit peu, parce que beaucoup d'entre eux chassent en tonne ou en hutte, et évidemment, ça se passe la nuit. Donc il faudrait qu'ils arrivent avant 20h et qu'ils ne repartent qu'après 6h. Ça a aussi un impact sur l'utilisation des appelants, puisqu'il y a aussi cette fameuse grippe aviaire qui influe sur la chose. Donc, les appelants sont autorisés à condition qu'ils soient en permanence sur le lieu de chasse. La mise à l'eau des appelants est autorisée, mais 30 maximum. Alors pourquoi 30 ? Pourquoi pas 35 ? Pourquoi pas 40 ? Je ne sais pas, mais enfin il faut bien trouver une limite à un moment. Et à la fin de saison, 10 de ces appelants subiront des analyses pour voir s'ils ont été touchés ou non par la grippe aviaire. Pour le gibier de lâcher, seuls les lâchers de Galliforme sont autorisés, sachant que les responsables de chasse devront aussi remplir quelques papiers en fin de saison. Voilà, donc, mais globalement, la chasse peut reprendre normalement depuis le 15 décembre. Voilà. Okay. Chose qui va changer visiblement, il y a certaines fédérations, Denis, qui ont parlé d'un report des dates de certaines fermetures. Oui, alors là, j'ai un sentiment mitigé à ce propos. Il y a en effet un certain nombre de fédérations qui ont annoncé qu'elles allaient proroger certaines dates pour, en particulier... C'est le confinement. Alors voilà, pour le petit gibier principalement, et voire pour le chamois dans certaines fédérations des Alpes. Alors oui, voilà, c'est compenser. Et là, moi, le mot compenser m'agace un petit peu. Il faut quand même savoir que si on arrête de chasser le lièvre pratiquement partout en France en décembre, c'est pour lui fiche la paix, pour parler vulgairement, puisqu'il faut savoir que la reproduction du lièvre peut débuter en hiver dès le mois de décembre. Il faut savoir aussi que les perdrix commencent à se mettre en couple en hiver, même si la ponte a lieu au printemps. Donc voilà, compenser, ça sous-entend que nous sommes des consommateurs de la nature. Et non, je crois qu'il faut en respecter les rythmes et ne pas être un consommateur. Nous sommes, nous chasseurs, ou nous devrions être des chasseurs éthiques, des amateurs de chasse durable, et donc des partenaires de la nature et pas des consommateurs. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris que des fédérations autorisent des reports de dates de fermeture. Voilà. Place au direct. Jean-Michel, je crois que vous allez passer à la cuisson. Voilà. C'est cela. J'ai donc passé mes petites bêtes au beurre. Et là, je vais les disposer dans la casserole, les assaisonner et les mettre dans le four. Toutes les petites perdrix ensemble. Les pigeons de l'autre côté. Comme ça, on pourra mieux surveiller la cuisson. Au niveau cuisson, c'est pareil perdrix et pigeons ? Il vaudrait mieux... je pense que les perdrix sont un petit peu plus... un peu plus tendres et qu'elles vont cuire, à mon avis, beaucoup plus rapidement. Donc on laissera les pigeons un peu plus longtemps. Permettre de garder un peu de tendresse de façon à ce que ça ne sèche pas trop. Un peu de sel, mais très peu.
Donc là, on va pouvoir remettre nos petites bêtes au four. On compte combien de temps pour la cuisson au four? On va mettre à 180 degrés et puis on va mettre une demi-heure à 180 degrés. Patrick, place à ta chronique en direct des réseaux. Qu'as-tu pu lire cette semaine? Eh ben, j'ai pas lu, j'ai vu dans les réseaux sociaux cette semaine, c'est d'abord ça. La prise en compte du principe de non-régression et du principe de préservation des limites planétaires, doublée de la création de cette chambre citoyenne du long terme, feront de la région Île-de-France une collectivité référente dans le monde pour sa défense des intérêts du vivant, l'humain et les autres composantes de la biodiversité. Donc c'est Doc Dutrez qui nous a mis cette intervention d'Audrey Pulvar. Alors Doc Dutrez, il n'a rien compris, moi non plus. Allez, on réécoute. La prise en compte du principe de non-régression et du principe de préservation des limites planétaires, doublée de la création de cette chambre citoyenne du long terme, feront de la région Île-de-France une collectivité référente dans le monde pour sa défense des intérêts du vivant, l'humain et les autres composantes de la biodiversité. Donc on parlait du principe de précaution intégré dans la Constitution. Avec Audrey Pulvar, il y a le principe de non-régression. Je ne sais pas ce que c'est que ce principe, j'ai un peu réfléchi. J'ai peur que Denis attente à mon principe de non-régression, parce que je régresse depuis que je te connais, Denis. Donc arrête d'atteindre mon principe de non-régression. Non, mais il y a le sentiment et la réalité, tu sais. Il y a le sentiment d'insécurité et la réalité de l'insécurité. Là, c'est pareil. Tu as un sentiment. Enfin bref, le concept de non-régression, le principe de non-régression. Eh ben on continue, on reste à Paris, on est bien à Paris. On a la maire du 12e qui a les pieds dans la boue, qui met des coups de pelle. On regarde la maire du 12e, la petite image. Et notre ami François Monboise qui nous a remonté ça, il dit « Je trouve fascinant d'une maire d'arrondissement de Paris qui joue avec une pelle en talon aiguille ». C'est vrai que l'image est assez rigolote. Alors, pour votre information, il s'agit de la maire écologiste du 12e arrondissement, Emmanuelle Pierre-Marie. Alors, on lit Twitter, hein, vous voyez l'image sur Twitter, elle est aussi sociologue, et elle est pour le cyclisme, l'humanisme et le féminisme. C'est un beau triptyque, cyclisme, humanisme et féminisme. Bon, période de Noël, et on parle de mer, j'étais obligé de faire ma petite partie sur les sapins de Noël. Donc j'ai vu plein de sapins de Noël. Alors ce qu'ils ont de particulier, ces sapins de Noël, c'est que c'est les sapins des mairies Europe Écologie Les Verts. Donc on va découvrir, allez hop, le premier sapin, le deuxième sapin, le troisième sapin. Ils sont originaux, hein. Donc je vous ai quand même mis, ça fera plaisir à mes enfants, je vous ai mis une photo de notre sapin de Noël. Très traditionnel. Traditionnel, c'est bien. Sans artifice. Enfin. Basique. Nous, on le trouve joli. On continue. Une petite pensée pour Cro-Magnon, l'homme, hein, je parle, l'homme de Cro-Magnon, remonté par Jean-Louis Cacomo, qui est économiste et maître de conférence et qui fait une petite remarque pleine de bon sens. L'homme de Cro-Magnon vivait dans un monde sans pollution, mangeait uniquement bio et faisait beaucoup d'exercices. Il avait une vie très saine et il mourait à 35 ans. Comme quoi, tout n'est pas si simple. Voilà, et pour finir, j'ai chopé ce petit selfie de Loïc Dombreval avec une fruit. Donc coucou Loïc Dombreval. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci Patrick. Denis, place aux brèves du chasseur. Qu'as-tu pu lire cette semaine dans les médias ? Alors, dans un premier temps, on a vu des vidéos de gens amusants et moins amusants. Là, j'aimerais qu'on parle d'une initiative, à mon avis, très intéressante, du mouvement de la ruralité et de son président, Eddy Pujalon, qui lance une pétition pour sauvegarder le modèle sociétal rural. C'est, à mon avis, extrêmement intéressant. C'est une pétition qui vise à faire en sorte que le Sénat se saisissent de cela. On va voir la vidéo, une des vidéos qu'ils utilisent pour promouvoir cette pétition en faveur du modèle sociétal rural.
Ensuite, je suis tombé sur deux choses intéressantes. Dans un premier temps, un courrier de deux ministères plus exactement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, qui adresse une circulaire à tous les recteurs de France, les recteurs d'académie, pour les mettre en garde contre l'intrusion de la propagande de L214 dans les écoles et dans le système éducatif. La circulaire est très claire, il y a des phrases qui sont remarquables. La première, L214 ne dispose pas d'un agrément et son action ne répond pas à un objet d'intérêt général. Là, c'est clair. Un peu plus loin, on peut lire « Ils ne promeuvent pas, ils promeuvent un modèle, plutôt, qui constitue une contradiction aux libertés fondamentales. » Clair, net, précis. C'est sûr. C'est pas la première fois qu'ils font de l'entrisme dans l'éducation nationale, on en avait parlé dans l'émission. Oui, mais là, je pense que l'excellent ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est saisi de l'affaire et a insisté pour qu'on mette le haut là à cette propagande dans le système éducatif français. Une autre personne qui s'attarde un petit peu sur L214, c'est une journaliste du Point, Géraldine Vossner, qui a fait un article agrémenté d'une petite vidéo dans laquelle elle explique un petit peu ce qu'est réellement L214. Là aussi, la vidéo est claire, il y a des termes très forts qui sont employés. Les buts poursuivis par L214 ne sont pas l'amélioration des conditions d'élevage, c'est l'abolition de toute forme d'élevage. Elle s'attarde ensuite un petit peu sur les financements de L214 qui sont assez troubles. Et à mon avis, il était temps que la presse nationale parisienne s'intéresse à ce sujet. Elle fait aussi référence à une soi-disant enquête de L214 en 2019 dans un élevage de cailles de la Drôme, avec des images absolument choquantes. Il se trouve que la préfecture a immédiatement diligenté une enquête et que, suite à l'enquête de la préfecture, les conclusions ont été absolument imparables pour L214. Aucun dysfonctionnement dans l'élevage de cailles. Récemment, L214 a encore fait parler à propos d'un élevage de cochons de la marque, appartenant à la marque Herta, avec des images atroces. Évidemment, encore une fois, là, ça vient de tomber. La préfecture de l'Allier, dans le département dans lequel les images ont été tournées, vient de rendre ses conclusions. Aucun dysfonctionnement n'a été constaté dans cet élevage. Donc, Herta, ils ont été suspendus en Angleterre. Enfin, suspendus. Ils ont perdu des marchés en Angleterre à cause de ce genre de vidéos. L'élevage de cailles dont je parlais précédemment a été obligé de licencier tout son personnel et a mis la clé sous la porte. Donc, non seulement il y a mensonge, manipulation, trucage des images, mais il y a diffamation évidente. Donc là, il est temps que cette secte, ce groupuscule extrémiste, soit vu tel qu'il est, et qu'on arrête d'y prêter attention, et qu'on arrête de lui prêter des micros attentifs. Voilà ce que j'avais à dire à propos de L214. Cela dit, et là je suis tombé là-dessus, mais sur Twitter, pas dans la presse écrite, ça n'empêche pas certains militants de propager des choses absolument délirantes qui arrivent des États-Unis. On voit l'image là maintenant à l'écran, où on fait des comparaisons entre des actes zoophiles et donc une sexualité quand même assez déviante, il faut bien le reconnaître, et l'élevage. Je pense qu'il faut absolument, là maintenant, se rendre compte que ces gens sont dangereux, que certains sont carrément malades, et je pense qu'il faudrait qu'ils aillent consulter. C'est la conclusion que je voudrais tirer de cette affaire-là. Vraiment. C'est les bonnes résolutions qu'ils doivent prendre pour 2021. De résolution 2021, je vais consulter, oui, ça c'est évident. Donc vous l'avez compris, l'émission de ce soir tourne autour de la gastronomie. Denis, je crois que la gastronomie c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Ah oui, à deux titres, au niveau gustatif et puis au niveau aussi, je dirais presque idéologique. D'abord parce qu'on aime tous
déguster de bonnes choses, et là je crois qu'on va se régaler. Et puis la gastronomie, c'est une des composantes de notre identité. L'huile d'olive des pays méditerranéens, le beurre breton, les grands vins de Bourgogne, et de Bordeaux aussi, sinon je vais me faire des ennemis. Ah oui, attention. Voilà, les spécialités culinaires de toutes nos régions font partie intégrante de notre identité. Et notre identité, ce n'est pas la bouffe, et là j'emploie le mot intentionnellement, la bouffe industrielle et chimique que certains voudraient promouvoir. Donc là, oui, on est ravis d'avoir un chef qui d'abord perpétue un savoir-faire, des traditions, et puis qui grâce à cette perpétuation de traditions et de savoir-faire, aide à l'enracinement et au futur aussi, et au maintien de cette identité. Donc c'est très important. Et donc ce soir, avec Jean-Michel, nous avons un cuisinier, mais aussi un chasseur. Donc évidemment, on ne pouvait cuisiner que du gibier, que de la venaison. Qu'est-ce que Jean-Michel nous a préparé ce soir? Alors ce soir, on fait un petit méli-mélo de pigeons chassés, ramiers donc, et perdrix. Voilà, donc ça va être une petite recette toute simple, très facile à réaliser, rapide aussi. Et puis on va mettre pas mal de couleurs, c'est bientôt Noël, donc voilà, ça sera un petit méli-mélo. C'est un plat qu'on peut faire pour Noël. Sucré. Comment? C'est un plat qu'on peut faire pour Noël. Tout à fait. Ça en jette. Ouais. Ça en jette et on se prend pas trop la tête. Parce que voilà, on est souvent bien débordé. Et puis on peut le faire avec ses gamins, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est vite fait quoi. Et c'est bon. Et puis en plus, je pense que ça sera pas mauvais quoi. Voilà. On n'en doute pas. Enfin, moi j'en doute pas. On vous fait confiance, Jean-Michel. Donc là, on en est où dans la recette? Alors là, on a nos carcasses qui cuisent tranquillement. On a mis nos petites bêtes au four. On va les surveiller. On va mettre nos croûtons. Parce qu'on les servira sur un petit crouton. Et puis on va faire attention à la cuisson. Après, il y a quelques petits légumes, quelques fruits à préparer. Et on pourra dresser enfin nos assiettes. Voilà. Okay. Quand notre jus sera enfin terminé. Donc perdrix, pigeon. Et en accompagnement. Alors on a mis un petit peu des fruits. On a en l'occurrence de la mangue. On a du kaki, ouais. On a une roquette du jardin qui est superbe, qui est bien poivrée, qui est nickel, qu'on va rafraîchir un petit peu parce qu'elle prend chaud là. On a pris du raisin, un bon petit raisin, des petits grains mais très, très goûteux, très bon. Que vous avez mis dans le plat de cuisson, hein, je crois. Voilà, j'en ai mis dans les carcasses et j'en ai balancé aussi un petit peu sur les... Ok, pour donner un peu de goût. Oui, puis surtout ça évite à la viande de sécher, non? Voilà, c'est ça. C'est pour garder un peu d'humidité autour des... Ouais. Oui, certains cuisent le faisan sur du chou, par exemple, pour éviter que ce soit trop sec. On a choisi de faire avec des... Voilà. Donc j'ai mis aussi quelques pruneaux et du raisin de façon à garder un peu d'humidité. Les temps de cuisson, à la fois pour le jus, c'est 3 quarts d'heure à peu près. C'est le genre de truc qu'on peut préparer la veille, qu'on peut faire. Plus ça cuit, plus ça ressort les goûts. Tu vas dégager des sucres, des saveurs qui vont devenir de plus en plus intenses au fil du temps. Donc plus tu le laisses sur le four, plus tu l'oublies, plus tu le rallumes, plus tu l'éteins, plus... Le principe du mijotage en fait. Et pour les animaux? Alors la cuisson des petites bêtes, là-bas, comme ce sont des animaux sauvages, qu'on ne connaît pas l'âge, en l'occurrence pour les pigeons, il faut surveiller, il faut regarder. Hein. Alors ce qu'il faut, c'est pas les cuire trop. Hein. Voilà, c'est pas bon quand on fait, ça serait dommage. On fait trop cuire la viande. À la fois des perdrix ou des pigeons. Quoi. Mais alors moi, une question technique, le jus. Ensuite, est-ce qu'on le déglace avant de s'en servir ou ça ira bien comme ça? Je vais broyer le tout, passer au chinois, récupérer le jus, et après on peut le déglacer, on peut le mixer, on peut l'accommoder, on peut le faire très naturel et puis on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Mais un jus naturel comme on a fait là, ça ira très bien. D'accord, très bien. Voilà. Je rajouterai peut-être un petit peu de sauce anglaise, on verra dedans, pour lui donner un petit peu de punch et puis de... Bon. Et en 2 mots pour finir, parce que ça met l'eau à la bouche, quand on va sortir du four, vous allez dresser sur
On pourra dresser sur les assiettes rapidement. Et ce qu'il faut, c'est mettre les assiettes au chaud, parce que quand on fait un dressage comme ça, il vaut mieux garder les assiettes au chaud. Sinon, on sert nos convives avec des perdrix et des pigeons un peu froids, donc c'est dommage. Oui. Donc pour garder les... Mais avant de les mettre sur les assiettes, on les met sur les toasts. D'accord. Voilà. Donc c'est présenté en toast. Et ensuite, voilà. D'accord, très bien. Bien. Voilà. Oh là là, j'ai de plus en plus faim. On va enfourner les petits croûtons, comme ça. Ouais, allez. Voilà, ça c'est les petites tomates, elles sont cuites. Surveillez un petit peu la cuisson, ça a l'air de bien se passer. Nos petites bêtes sont dans un petit jus légèrement sucré, puisqu'on a mis du raisin et les prunons, hein, et puis ça va maintenir une certaine humidité, ça va éviter qu'elle se dessèche. Voilà, on va le laisser encore un petit moment, on reviendra surveiller, hein, et on regardera à la fois la cuisson, on sera peut-être obligé de laisser les pigeons un peu plus longtemps. Merci, merci Denis. On va passer maintenant à notre dossier équipement. Denis, je crois que tu as un petit coup de pouce à donner aux dernières personnes qui n'auraient pas eu le temps encore de faire leur cadeau de Noël, qui sont toujours à la bourre, comme on peut tous l'être un petit peu. Et tu voulais mettre un coup de projecteur sur un coutelier. Oui, un artisan coutelier installé près de Toulouse. Il s'appelle Alexandre Vital. Il réalise des choses absolument superbes. Il a une gamme très étendue. Il fait du couteau pliant, du fixe, du couteau de chasse, du couteau de cuisine, qui intéresseront bien entendu les cuisiniers. Il forge de très très belles lames. C'est fait avec en plus énormément d'attention dans les aciers utilisés. Il ne forge pas lui-même son damas, il utilise des barreaux qu'il achète pour cela, mais le résultat est superbe. Il y a un souci esthétique très très marqué chez Alexandre Vital. Il réalise aussi les fourreaux et les étuis cuir, dans de très beaux cuirs. Franchement, on hésite, artisan coutelier ou artiste coutelier, parce que le résultat est stupéfiant. On voit des images là maintenant de ces lames fixes, pliantes, et puis certains détails. Il arrive à sculpter dans l'acier, à faire des lames ajourées et sculptées, c'est remarquable. Donc donner un coup de pouce et un coup de projecteur à un artisan, c'est bien, c'est du circuit court, c'est très important. Surtout cette année. Surtout cette année, oui, mais en règle générale, de toute manière, pour moi, Amazon est un gros mot. Donc je suis ravi de donner un coup de pouce à un artisan. Et je crois qu'on peut retrouver toutes les coordonnées d'Alexandre Vital sur un article que tu as fait sur notre site internet. Oui, je lui ai dédié un article sur lequel il y a toutes ses coordonnées, le lien vers son site internet et sa page Facebook qui est très bien faite avec de nombreuses photos. N'hésitez pas. Alexandre Vital, installé près de Toulouse, pour vos cadeaux de Noël. Et de toute manière, un chasseur a besoin d'un couteau. Donc, en avant. Non. Ouais, pour les cadeaux de Noël plus aléatoires, j'ai vu aussi que tu avais fait un article où tu avais mis ensemble des jeux concours, Denis. Oui, Humbert a lancé 3 jeux concours avec des très beaux lots à gagner. Alors il y a une carabine Stugger, une carabine à air comprimé, mais de compétition. Il y a un fusil Benelli et puis il y a une carabine Tikka. Donc vraiment des très beaux lots. Je vous invite à aller sur le site de chez Humbert pour participer à ces jeux concours qui se terminent le 6 janvier. Attention. Ah oui, donc dans peu de temps. Peu de temps. Le chrono est lancé. Patrick, en cette fin d'année, tu voulais adresser des remerciements tout particuliers à nos partenaires. Eh bien oui, c'est la moindre des choses. Ils nous accompagnent et on voulait les remercier. Les nombreux armuriers, les fédérations de chasse, et les fabricants, distributeurs et marques. Au nombre de ceux-là, Browning, Rivolier, Humbert, Terzeo, Alvis Audio, Zone 300, Nobel Sport, Europarm, Emmanuel Hénon, Caron, et bien d'autres. Donc merci pour votre aide sur 2020. Je crois qu'il semblerait que tout soit prêt. Allez, c'est parti, on va sortir du four et on va dresser et pouvoir manger. Donc là, Amélie, on a mis nos carcasses dans le chinois et on va écraser nos carcasses. Alors la louche, on peut vraiment l'adapter. On va essayer de faire en sorte.
Donc le foie gras, on le poêle légèrement. Un petit assaisonnement. Et on va commencer à dresser pour pouvoir tout mettre au four. Et après on pourra manger. Ça sent bon. Bon, on va bien finir cette petite saison. Je crois, hein. On s'arrête jusqu'à quand, Denis? L'émission, elle va reprendre quand? Alors, on va reprendre avec a priori une émission spéciale gibier d'eau. Je pense qu'on va reprendre ça tout début janvier. Tout début janvier. Donc la rentrée, c'est le 4. Émission le 10 janvier. Exactement. J'ai bien calculé. Le rendez-vous Vous corrigerez vous-même. Tu m'étonnes, mais c'est ça. On va voir. C'est super. C'est magnifique. Donc, petit mélange de perdrix, Dijon, des petits légumes. Et le Magnifique, jus. c'est plein de couleurs. C'est surtout plein d'odeurs. Et ça, c'est remarquable. Donc voilà le jus issu des carcasses De et nos de ce qui a carcasses. été flambé, c'est ça? Voilà. Qu'il est préparé en tout début d'émission. Beaucoup, Jean-Michel. Bon appétit. Table On va s'y étoilée ce soir. atteler. Merci C'était et tout bravo bête, tout au simple. chef. Super. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous regardent? Eh ben de passer des bonnes fêtes, un joyeux Noël. Un joyeux Un Noël. joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Une bonne fête de fin d'année, puis de manger ces bons petits plats et éventuellement d'essayer de refaire la recette de Jean-Michel. Tout simple à faire. En tout cas, merci Jean-Michel. Ça change un peu des pigeons et de la perle au chou. Oui, oui. Là, on est dans de l'inventif, du créatif. Bravo Jean-Michel. Bon, encore une fois, prenez soin de vous, profitez de vos proches si vous avez la chance d'être avec eux pour les fêtes, et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Une Joyeux excellente Noël. soirée, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.